Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin. Je vous rappelle que cette conférence est en webcast, donc les questions seront, je pense, principalement prises dans la salle, mais les personnes qui sont sur le .com pourront aussi en poser online. Pour vous parler des accomplissements et résultats semestriels du groupe AXA en 2013, M. Henri de Castries, président directeur général, M. Denis Duverne, directeur général délégué, et pour répondre à vos questions, M. Nicolas Moreau, président directeur général d'AXA France, M. Jean-Laurent Granier, responsable de la région MEDLA et des activités dommages du groupe, et Mme Véronique Veil, qui est Group Chief Operating Officer. Je passe la parole à Henri de Castries. Bonjour, je suis ravi d'avoir à commenter les résultats de ce premier semestre et je vais commencer par les faits marquants. Quels sont-ils? En fait, ce semestre, il montre que nous sommes capables de conjuguer croissance et performance. Vous savez que c'est une des questions qui se posait en début de sortie de cette crise qui a été longue, qui a été difficile pour les institutions financières. Je crois que le premier semestre marque dans l'ensemble de nos activités et sur l'ensemble des géographies sur lesquelles nous sommes présents que nous sommes capables de concilier les deux. Si vous regardez les trois métiers clés du groupe, l'épargne et la retraite, l'assurance dommage et la gestion d'actifs, vous verrez que la croissance est significative. En vie épargne retraite, 9% de croissance des affaires nouvelles, ce qui est un chiffre que nous n'avions pas vu depuis un certain temps. Une croissance raisonnable et soutenue en assurance dommage. On reviendra dans le détail tout à l'heure sur ce qu'elle recouvre, avec, vous le verrez, des performances opérationnelles qui s'améliorent. Et en gestion d'actifs, qui est une activité qui avait un peu souffert dans les 2-3 années précédentes, le passage de façon maintenant marquée à une collecte nette positive qui fait augmenter le volume des actifs que nous avons sous gestion. Le développement de cette activité en matière de volume s'accompagne d'une croissance du résultat opérationnel de 16% au total, de 11% si on raisonne en résultat par action. C'est la tranche haute des objectifs de long terme que nous avons, puisque Ambition AXA, vous savez que c'est un plan dans lequel nous prévoyons d'avoir une croissance de 5 à 10% à peu près de notre résultat par action chaque année. Alors, derrière ces chiffres, il y a un accompagnement de nos clients au quotidien et une forte présence d'AXA dans son métier. Nous sommes la première marque mondiale avec plus de 100 millions de clients. C'est un élément qui est important pour nous pour attirer de nouveaux clients et bien les servir. Qu'est-ce que ça signifie ? Si on regarde notre contribution à l'activité économique au cours de ce premier semestre, eh bien nous avons versé un peu moins de 6 milliards d'euros de prestations à nos clients en prévoyance et en santé. Nous avons pris en charge au travers d'AXA Assistance un peu moins de 2 millions de clients qui avaient eu des ennuis justifiant qu'ils aient recours à nos services. Nous avons en assurance dommage versé 9 milliards d'euros d'indemnités à la suite des sinistres. Alors bien sûr, notre métier, ça n'est pas seulement de payer des sinistres, c'est surtout d'essayer de les prévenir, de les empêcher. Mais quand ils se manifestent ou quand ils se produisent, nous sommes là pour essayer d'en minimiser les conséquences économiques. Et 9 milliards d'euros, vous voyez que c'est une somme vraiment significative. Ça illustre d'ailleurs, et on y reviendra tout à l'heure, le rôle de stabilisateur économique que jouent les assureurs dans l'économie et dans le système financier. Nous considérons qu'ils ne sont pas systémiques, qu'au contraire, ils sont un facteur de stabilité. Dernier élément, si l'on regarde nos fonds généraux, 2,4 milliards d'euros d'augmentation de la valeur de l'épargne de nos clients, donc de richesses créées pour eux au cours de ce semestre. Alors je vous disais tout à l'heure que notre marque est la première marque mondiale. Trois éléments pour illustrer les efforts que nous faisons pour conforter cette position de leader. Premièrement, le chantier du digital. Alors c'est souvent une banalité aujourd'hui de dire que le digital est quelque chose de stratégiquement important. Ça l'est dans l'industrie de services probablement plus que dans beaucoup d'autres, parce que c'est une façon à la fois
d'améliorer la relation avec le client, de la rendre plus simple. Et nous considérons que sur le plan opérationnel et stratégique, c'est un des chantiers que nous devons mener à bien dans les années qui viennent. Et nous sommes, nous semble-t-il, relativement bien placés pour le faire. Deuxième élément marquant autour de la notoriété d'AXA, autour de sa marque, autour de sa présence auprès de ses clients, la campagne corporate que nous avons lancée pour la première fois depuis 2008 et que vous voyez de façon régulière maintenant dans les médias. Dernier élément, le lancement de 400, enfin d'un branding nouveau sur 400 agences en France pour illustrer justement cette transformation du réseau et le fait que la digitalisation ne se fait pas en opposition à ce que sont nos réseaux traditionnels, mais au contraire en les accompagnant et pour essayer de les rendre plus efficaces et plus performants. Donc derrière des chiffres du semestre qui sont bons, une poursuite des efforts de notoriété et d'approfondissement de la marque. Nous jouons notre rôle d'acteurs de long terme. Je vous disais tout à l'heure que les assureurs sont des stabilisateurs économiques. Ils sont aussi des instruments essentiels dans le financement long de l'économie. Vous savez que nous avions annoncé que nous financerions des entreprises de taille moyenne et enfin moyenne grosse avec conjointement avec des institutions bancaires qui, de par la réglementation Bâle III, voient le rôle un petit peu se modifier dans le financement des entreprises. Nous avons des accords avec le Crédit Agricole, Commerzbank et la Société Générale qui se développent et qui nous ont permis de financer plusieurs dizaines de dossiers de façon, nous semble-t-il, assez heureuse, à la fois pour les entreprises qui bénéficient de ces financements et pour la rémunération des actifs d'AXA. Nous entendons également, dans les années qui viennent, renforcer nos investissements en infrastructure, le besoin d'infrastructures partout dans le monde, qu'il s'agisse des pays développés ou des pays émergents se développent parce que les infrastructures sont une des conditions d'un développement économique soutenu et stable. Il est normal pour un assureur qui a des passifs longs d'augmenter sa participation au financement de ce type d'actifs. Dernier point, nous avons également, en matière de responsabilité sociale d'entreprise, une orientation qui est une orientation de long terme. Et je voudrais simplement vous rappeler ce que nous avons fait au cours du premier semestre en annonçant que nous augmentions les moyens mis à la disposition du Fonds AXA pour la recherche d'une centaine de millions d'euros, ce qui portera à 200 millions d'euros notre effort total dans ce domaine. Je crois que c'est une caractéristique très unique et qui différencie AXA de pas mal d'autres entreprises en France comme à l'étranger, cet effort en faveur de la recherche de long terme dans des domaines qui sont des domaines qui se rapportent aux événements naturels, à la longévité, à la santé, aux risques sociaux et aux risques financiers. Essayer de faciliter le progrès, de faciliter la recherche, ça aussi, ça fait partie du métier des assureurs. Alors, pour revenir maintenant de façon plus précise sur les résultats de ce semestre, nos activités sont des activités équilibrées entre les trois lignes de métier, assurance dommage, vie épargne et santé et prévoyance. Vous voyez que la prévoyance et la santé représentent à peu près un quart des affaires, que l'épargne et la gestion d'actifs représentent un tiers et que l'assurance dommage représente à peu près 40%. Cet équilibre et cette diversification des affaires permettent de nourrir à la fois une bonne croissance et une bonne diversification des risques. Tout ceci se fait à partir d'un bilan qui est un bilan solide, fort. Les ratios de solvabilité sont à des niveaux très élevés. Le ratio de solvabilité économique, qui est le plus pertinent aujourd'hui, est au-dessus de 200%. Ceci montre que nous tirons parti de la stratégie que nous avons mise en place avec Ambition AXA. Alors, de façon un peu plus précise, si l'on regarde les différents métiers,
Pourquoi disons-nous que Ambition AXA fonctionne? Si vous regardez d'abord le métier vie, épargne, retraite, vous voyez que dans le mix d'activités, quand on regarde ce qui vient des unités de compte, la proportion de nos affaires qui vient des unités de compte en affaires nouvelles continue de progresser. Elle est aujourd'hui un peu plus du tiers de l'ensemble de nos activités. Les fonds généraux en épargne, que nous considérons à la fois moins intéressants pour nos clients dans une période de taux d'intérêt bas et moins attractifs pour nos actionnaires, cette activité que nous voulions graduellement ramener à des proportions un peu plus faibles, eh bien nous y arrivons puisqu'elle est passée de 26% des affaires nouvelles au premier semestre 2010 à 13% des affaires nouvelles seulement au premier semestre 2013. Enfin, en prévoyance et en santé, nos affaires ont progressé d'à peu près un tiers depuis 2010, puisqu'elles représentent maintenant un peu plus de 40% du total. Donc vous voyez un mix qui évolue conformément à ce qu'est notre stratégie de long terme. Assurance dommages, avec un ratio combiné qui s'améliore. Et j'aurais dû dire d'ailleurs que sur la vie, la prévoyance, la santé et l'épargne, les marges se sont très fortement améliorées depuis 2010. Eh bien, c'est un peu la même chose en assurance dommage. Un ratio combiné qui a 95,7 est le meilleur que nous avons affiché, que nous ayons affiché, depuis le début de cette décennie et probablement depuis 2000. Un chiffre d'affaires qui progresse de 4% en croissance cumulée depuis 2010, avec un bon équilibre entre l'assurance des entreprises, l'assurance des particuliers en général et l'assurance automobile. Donc, croissance des chiffres d'affaires, augmentation des marges. Nous accélérons aussi, et c'est un des axes d'Ambition AXA, notre présence dans les pays émergents. Si vous regardez ce que sont les marchés ou les activités à forte croissance, vous voyez qu'en vie, épargne, retraite, le volume des affaires nouvelles progresse à un rythme qui est de plus de 20% par an ou par semestre depuis l'année 2010, avec une contribution des pays émergents aux affaires nouvelles du groupe qui est passée de 10% du total à 16% aujourd'hui. Même chose en assurance dommage. L'assurance dommage représentait au premier semestre 2010 16% du chiffre d'affaires du groupe, représente aujourd'hui plus de 20%, avec un taux de croissance des affaires dommages qui est de l'ordre de 13% taux moyen cumulé. Donc une dynamique de progression de nos affaires dans cette partie du monde qui est le reflet de la croissance économique qu'elle connaît et qui devrait se poursuivre dans les années qui viennent avec des marges qui sont des marges très satisfaisantes. Troisième volet d'Ambition AXA, les efforts de compétitivité. Nous avions annoncé en 2010 que nous ferions 1,5 milliard d'économies sur la période 2010-2015. Nous avons relevé cet objectif depuis à 1,7 milliard. Nous faisons sur ce semestre 200 millions d'économies supplémentaires. Donc nous sommes très confiants sur le fait que nous atteindrons cet objectif d'économie, en particulier grâce aux efforts d'investissement que nous faisons sur les plateformes dommages en AGI, sur le digital, pour continuer de moderniser et de développer nos affaires. Tout ceci s'accompagne en matière de gestion de bilan de la poursuite des programmes que nous avons entamés depuis maintenant plusieurs années, qui consiste à essayer d'alléger le volume de capital que nous affectons aux activités qui sont des activités traditionnelles ou à marge un petit peu moins forte que la moyenne, pour redéployer ce capital sur des marchés qui soient des marchés dans lesquels les perspectives de marge et de croissance sont fortes. Au premier semestre, deux illustrations très symboliques de ces mouvements. La cession aux États-Unis d'un vieux portefeuille d'affaires de Money, qui est une affaire que nous avions rachetée vers les années 2005-2006. Nous avons cédé un vieux portefeuille d'affaires qui était rentable mais qui n'avait pas de perspective de développement pour une somme qui était d'un peu moins d'1 milliard d'euros. Et en parallèle, nous avons décidé d'investir, en réalité approximativement le même montant, sur le développement d'une activité d'assurance directe dommages en Chine,
en prenant 50% d'une société d'assurance dommages qui s'appelle Tianping. Il ne vous a pas échappé que le marché automobile chinois est devenu le premier du monde. Les Chinois achètent 17 millions d'automobiles par an contre 13 millions aux États-Unis. Il faut assurer l'ensemble de ces automobiles. Il n'y a pas d'assureur direct significatif présent sur ce marché. Compte tenu de la compétitivité de nos affaires directes au niveau mondial, où nous sommes le premier acteur international avec 10 sociétés qui fonctionnent dans 10 pays différents de façon tout à fait heureuse, nous pensons que nous avons là une fenêtre de développement très significative pour le futur. Denis Duverne va maintenant rentrer plus dans le détail sur les différents segments de métier, vie, dommages, gestion d'actifs. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui la performance de chacune de nos lignes de métier ainsi que la performance globale du groupe et quelques indicateurs de bilan. Nous allons commencer par la vie épargne retraite. D'abord sur les affaires nouvelles. Les affaires nouvelles ont progressé, comme vous l'a dit Henri Decastre, de 9% au premier semestre. Elles ont progressé de 9% d'abord sur la prévoyance et la santé, où nous avons eu une collecte nette record de 4,4 milliards d'euros. Comme Henri vous l'a indiqué, nous avons fait preuve de sélectivité et sur le fonds général épargne, la collecte a été en baisse de 17%, les affaires nouvelles ont été en baisse de 17% et on a une collecte nette négative de 2,7 milliards d'euros. Sur l'épargne, il s'agit d'une décollecte qui vient principalement de la Belgique et de l'Allemagne, alors que sur la prévoyance et la santé, l'accélération s'est produite en Suisse et en Asie principalement, mais également en France. Sur les unités de compte, nous avons une progression de nos affaires nouvelles de 21%, avec une collecte nette positive de 2,1%. Cette progression est particulièrement forte au Royaume-Uni, aux États-Unis, mais également en France, avec une allocation plus importante de nos clients vers les unités de compte, ce qui correspond bien sûr à leur intérêt compte tenu de l'évolution des marchés. Enfin, sur les produits de placement hors assurance vie, les OPCVM, nous avons une progression des affaires nouvelles de 19% et une collecte nette de 100 millions d'euros. Ceci est donc en ligne avec nos objectifs d'ambition AXA, accélération sur la prévoyance et la santé des unités de compte et au contraire, plus de sélectivité sur le fonds euro. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé sur les différents marchés, on voit que sur les marchés matures, on a eu une progression de 8% qui est assez impressionnante et qui tranche avec les périodes précédentes, très forte au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Suisse, mais également en France où il y a une progression de 5%, avec une collecte nette positive sur la France sur le semestre. Sur les marchés sur les marchés matures, la marge est à 31%. Sur les marchés à forte croissance, nous avons une progression de 15%, qui est même plus importante encore sur l'Asie, et en particulier sur ICBC, on a une progression de 250%. La marge est, elle, de 44%, en progression de 3 points. Donc vous voyez que sur les affaires nouvelles en vie, on a une progression réellement à peu près partout, mais bien sûr plus accentuée sur les marchés à forte croissance. Passons maintenant aux résultats de l'assurance vie. Plus de la moitié du résultat vient de la prévoyance et de la santé. Sur la prévoyance et la santé, on a néanmoins une légère baisse de 6% du résultat, qui est due à une mortalité légèrement plus importante aux États-Unis et en France. Mais c'est quelque chose qui est, je dirais, un peu fonction qui est relativement cyclique, donc auquel il ne faut pas attacher tellement d'importance. Sur le fonds général épargne retraite, on voit une progression du résultat opérationnel de 15%, et sur les unités de compte, on a une progression de 100% qui tient en fait au redressement de l'activité, de la profitabilité de nos activités américaines, dont on vous avait parlé fin 2012 d'une situation qui se normalisait. On en a la traduction concrète
aujourd'hui avec une situation qui est nettement redressée. Donc au total, un résultat opérationnel qui progresse de 12% sur l'assurance vie. Et ce résultat, encore une fois, est en grande partie lié à la performance des États-Unis, mais on peut aussi noter le bon résultat dans la région Méditerranée-Amérique latine et le bon résultat au Japon et la forte progression du résultat en Asie, une progression de 60% du résultat. Passons maintenant à l'assurance dommages, en commençant par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de l'assurance dommages a progressé de 2% au premier semestre. Cette croissance a été de 1% sur l'assurance des particuliers et de 4% sur l'assurance des entreprises. Sur l'assurance des entreprises, donc c'est en ligne avec nos stratégies Ambition AXA. On a souhaité accélérer notre croissance sur l'assurance des entreprises. Ça se manifeste nettement sur ce semestre. C'est particulièrement visible dans les pays de la région Méditerranée-Amérique latine, où il y a une progression de 10%, au Royaume-Uni et en Irlande à 9%, en Asie à 13%, et même en France où nous avons une progression de 3% sur l'assurance des entreprises. Si on s'intéresse aux différents marchés, on constate que le chiffre d'affaires est stable dans les marchés matures, avec un ratio combiné de 95%. Il progresse de 15% dans les pays à forte croissance, avec un ratio combiné à 97,6%, et il progresse de 7% dans le direct, avec un ratio combiné qui, pour la première fois, descend en dessous de 100%. Donc c'est une performance d'autant plus remarquable qu'elle se fait avec une forte croissance. Vous savez que lorsqu'on croît rapidement en assurance dommage, on a le risque de dégrader du ratio combiné, et on voit qu'en assurance directe, on arrive à faire les deux à la fois, croître rapidement et avoir un ratio combiné inférieur à 100%. Au total, le groupe continue à gagner des clients et sur le direct et sur les marchés à forte croissance. On en perd un petit peu sur les marchés matures, mais c'était nécessaire dans certains pays comme la Belgique et l'Allemagne, où nous souhaitions redresser plus rapidement le ratio combiné. Passons maintenant justement au ratio combiné. Le ratio tous exercices a progressé, s'est amélioré de 0,8 points à 95,7%. Vous vous rappelez sans doute qu'on a un objectif de moyen terme de 96% en 2015, donc on est déjà légèrement en dessous. Ce ratio baisse constamment depuis quelques années, conformément à notre stratégie. Par rapport à l'évolution du ratio combiné tous exercices, il faut commencer par le ratio combiné courant. Celui-ci s'améliore de 1,1 point à 97,5%, en dépit d'une progression du coût des catastrophes naturelles qui représente 0,7 points dans ce total. Nous avons été en particulier frappés par les inondations en Allemagne qui nous coûtent 73 millions d'euros ce semestre. Nous avons un autre facteur qui est les résultats favorables sur exercices antérieurs, donc le développement des sinistres des exercices antérieurs, qui, chez AXA, du fait que nous provisionnons nos sinistres de façon conservatrice, est toujours un élément favorable. Donc, c'est 1,8 point de contribution à l'amélioration du ratio combiné, contribution légèrement inférieure à celle du premier semestre de l'année dernière, où c'était 2,1 points. Donc, au total, le résultat opérationnel d'assurance dommage progresse de 10%. Cette bonne performance est portée par la France, où la progression du résultat de l'assurance dommage est de 18%, mais aussi par le Royaume-Uni et la Belgique, où la progression du résultat est de plus de 20%. Vous voyez aussi un résultat qui, géographiquement, est très équilibré entre les différentes parties du groupe, donc une performance très satisfaisante sur l'assurance dommage. Passons maintenant à la gestion d'actifs. Et vous voyez que les actifs sous gestion de nos asset managers, AXA Investment Managers et AllianceBernstein, ont légèrement progressé au cours du semestre, du fait à la fois d'une collecte nette positive de 12 milliards d'euros, 10 milliards chez AXA Investment Managers et 2 milliards chez AllianceBernstein,
d'un effet marché positif qui représente 12 milliards, légèrement corrigé par un effet de change négatif du fait de l'appréciation de l'euro par rapport à d'autres monnaies sur ce semestre. Au total, le groupe gère un peu plus de 1100 milliards d'euros, mais 922 milliards sont gérés par les asset managers du groupe. Si on regarde maintenant plus en détail le résultat de nos asset managers, leur chiffre d'affaires a progressé de 12%. Vous voyez que la collecte nette évolue particulièrement favorablement chez AXA Investment Managers, 10 milliards au premier semestre contre 5 au dernier semestre de l'année dernière. Elle évolue aussi favorablement chez AllianceBernstein, même si c'est plus modeste, 1 milliard au deuxième semestre l'année dernière, 2 milliards au premier semestre de cette année. Ce qui est notable, c'est que nous avons maintenant 2 semestres consécutifs, après 4 années difficiles, 2 semestres consécutifs de collecte nette positive chez nos 2 asset managers, ce qui est le reflet à la fois d'une bonne performance commerciale, mais surtout d'un redressement de la performance d'investissement des gestionnaires d'actifs, performance d'investissement qui se redresse non pas sur un semestre, mais rétrospectivement sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Donc on est, je dirais, pour une large part, sorti des difficultés qu'on avait pu connaître en 2008 et 2009 chez ces asset managers. Du côté du résultat opérationnel de la gestion d'actifs, il progresse de 24%. Il est tiré donc par la croissance du chiffre d'affaires de 12% que j'ai évoqué et par le fait que la croissance des dépenses, elle, a été modérée. Elle progresse seulement de 6%, d'où un effet, je dirais, de levier opérationnel positif. Passons maintenant aux indicateurs de performance globale. Et je rappellerai tout d'abord le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires total progresse de 4% à un peu plus de 50 milliards d'euros. C'est le fruit de tout ce qu'on a évoqué auparavant, avec encore une fois une très bonne diversification. Si on regarde le résultat opérationnel du groupe, vous vous rappelez qu'on a vu ce résultat progresser de 12% en vie, de 10% en dommages et de 24% en gestion d'actifs. Au total, le résultat opérationnel progresse de 16%. C'est donc une excellente performance sur le premier semestre. Après le résultat opérationnel, on peut évoquer le résultat courant qui progresse, lui, de 26%. Il bénéficie d'un montant de plus-value réalisée supérieur à l'année dernière. Ce montant est de 375 millions. Et dans ces 375 millions, il y a 151 millions d'euros qui proviennent de la plus-value que nous réalisons sur la cession d'une partie de notre participation dans BNP Paribas. Nous avons ramené notre pourcentage de détention de 5,3% à 2,9%. C'était un mouvement qui était prévu. S'agissant maintenant du résultat net, il baisse de 1%. Le résultat net est un agrégat qu'on commente relativement peu. On ne s'en félicite pas quand il est bon, on ne s'excuse pas quand il est un peu moins bon. Il y a dans ce résultat net le résultat de la volatilité des marchés financiers, puisqu'on a certains instruments de couverture qui ne sont pas qualifiés comptablement d'instruments de couverture et qui nous donnent un peu de volatilité du résultat net, mais ce n'est pas une perte économique. Je précise par ailleurs que dans ce résultat net, on a tenu compte de 30 millions de moins-value sur la cession de Money aux États-Unis. On n'a pas tenu compte de 200 millions de plus-value qui seront effectivement réalisés seulement au deuxième semestre sur la cession d'AXA Private Equity. Passons maintenant aux indicateurs du bilan. Tout d'abord, les fonds propres. Les fonds propres reflètent toujours un bilan solide, 51,5 milliards d'euros. Légère baisse des fonds propres, puisque dans les fonds propres, il y a les plus et moins-values latentes. Et quand les taux obligataires montent, les plus-values sur les obligations diminuent. Donc c'est l'impact de cette hausse des taux d'intérêt qui se retrouve dans nos fonds propres consolidés. Ensuite, le ratio de solvabilité 1, il reste à un niveau très élevé, à 218%. Là aussi, la baisse est uniquement le reflet de la baisse des plus-values latentes sur le portefeuille obligataire. Le ratio de solvabilité économique
est, lui, relativement stable à 204%. Il baisse de 2 points par rapport au 31 décembre 2012. Ce ratio de 204% serait de 208% si on tenait compte de l'impact de la cession de Moni, qui lui aussi sera effectif au deuxième semestre. Enfin, le ratio d'endettement est stable à 26%. Là encore, les cessions qui ont été annoncées au premier semestre porteront ce ratio à 25%. Elles ne sont pas prises en compte au 30 juin puisque les cessions ne seront effectives qu'à l'automne. Quelques mots sur le fonds général. Le fonds général ressort à 476 milliards d'euros. Il y a une très grande continuité d'un semestre à l'autre. Vous voyez que les obligations d'État continuent à représenter 45% du total. Peut-être le seul changement notable, mais il est modeste, c'est que la part des actions cotées est passée de 3 à 4%. On a souhaité légèrement augmenter notre quote-part d'actions cotées. On ne peut pas le faire de manière massive compte tenu des normes de solvabilité, mais la part des actions a légèrement augmenté. Notre portefeuille obligataire a diminué du fait de la hausse des taux. Il reste néanmoins en situation de plus-value latente après participation aux bénéfices des assurés et après impôt de plus de 8 milliards d'euros à fin juin 2013. Si on regarde les investissements que nous avons faits dans le courant de ce premier semestre, du fait de l'arrivée à maturité de certains éléments de certaines obligations de notre portefeuille, on a chaque année pas loin de 50 milliards d'euros à investir. Nous avons investi 29 milliards d'euros dans le courant du premier semestre pour saisir les opportunités d'investissement qui se présentaient. Nous sommes revenus en 2013 un peu plus nettement sur les obligations d'État, qui représentent 41% de ce total, avec en particulier un peu plus d'investissement sur certains pays périphériques de la zone euro, l'Italie et l'Espagne en particulier. Vous voyez aussi que 10% de nos investissements se sont dirigés vers des prêts. Henri Decazes vous a évoqué les conséquences de Bâle III sur les banques. Nous avons de nouvelles opportunités d'investir dans des prêts. Nous avons des engagements longs à l'égard de nos clients, donc le sujet de la liquidité n'est pas celui qui nous préoccupe le plus. Et donc, nous avons fait plus de prêts immobiliers commerciaux. Nous regardons de façon plus attentive la dette infrastructure. Nous avons développé, comme l'a indiqué Henri Decazes, cette plateforme de prêts pour les entreprises de taille intermédiaire et nous investissons dans les fonds obligataires alternatifs. Nous sommes un investisseur de long terme et dans l'économie et nous le démontrons tous les jours. Voilà, je vous remercie de votre attention et je rends la parole à Henri Decazes. Merci beaucoup. Je vais la reprendre très brièvement avant que nous ne passions aux questions, juste pour conclure en disant que c'est un semestre de résultats solides puisqu'il montre à la fois une croissance des affaires et une augmentation des marges, que c'est une incitation à poursuivre sur les éléments clés de la stratégie que nous développons au travers d'Ambition AXA, et au-delà d'ailleurs, parce que l'horizon du groupe n'est pas 2015, l'horizon du groupe c'est le très long terme. Nous restons évidemment toujours prudents, en particulier parce qu'en Europe, le paysage économique reste relativement incertain, mais nous sommes tout à fait confiants sur le fait que la stratégie que nous poursuivons doit vraiment nous permettre à la fois d'améliorer le service aux clients et de dégager des niveaux de rentabilité qui sont des niveaux de rentabilité satisfaisants. Voilà, je m'arrête là et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions, qu'elles viennent de la salle ou qu'elles arrivent sur le web. Y a-t-il des questions dans la salle? Et si vous en posez, ayez la gentillesse de dire qui vous êtes. Oui. Bonjour, Lionel Garnier. Le revenu, compte tenu de vos engagements vis-à-vis de vos clients en termes de prestations avec le Fonds général et des niveaux de rentabilité, enfin
niveaux de rentabilité que vous dégagez. Quelle est la marge aujourd'hui sur le fonds général et comment est-ce qu'elle évolue? Une question également, rien à voir, sur ICBC, 250% de hausse sur le semestre. En valeur absolue, ça donne quoi? Et question habituelle, le niveau de rentabilité ou le point mort, il est pour quand? Enfin, l'évolution des plus-values latentes, est-ce que ça... Vous avez des inquiétudes concernant le niveau de hausse des taux d'intérêt des emprunts d'État et quelle influence ça peut avoir sur votre politique d'investissement au cours des prochains trimestres? Merci. Merci Lionel. Ça fait beaucoup de questions en une question, mais on va répondre à Denis. Tu prends le fonds général et peut-être la question sur les taux d'intérêt. Alors, sur le fonds général, il y a deux façons de répondre à la question. La première qui est de dire que la marge sur affaires nouvelles que nous avons sur les affaires du fonds général se redresse. Elle est de 10% quand elle était de 5% il y a un an. Donc c'est la marge sur affaires nouvelles quand on divise cette marge par les affaires nouvelles en mesure APE. L'autre façon de répondre, c'est, je dirais, si on regarde le compte de résultat, la partie marge d'investissement du compte de résultat, nous avons indiqué depuis quelques années que nous étions confiants que nous pourrions, du fait que nous gérons je dirais en gestion actif-passif, une duration très proche à l'actif et au passif, que nous arriverions à maintenir une marge comprise entre 70 et 80 points de base sur le fonds général. Et nous étions sur le premier semestre en rythme annualisé à 77 points de base, ce qui était à peu près la même chose que l'année précédente. Sur l'année 2012, nous étions à 78, mais ça fluctue vraiment de quelques points de base d'une année à l'autre. Sur la question des plus-values latentes, je crois qu'il faut dissiper un malentendu en ce qui concerne l'impact de la hausse des taux sur les assureurs et dire de manière tout à fait nette que la hausse des taux est un phénomène favorable pour les assureurs. Je dirais que si on prend les différents agrégats sur les résultats opérationnels, la hausse des taux a peu d'impact à court terme et elle a un impact positif à long terme sur la marge d'investissement. Si on prend ce qu'on appelle l'embedded value, donc la valeur de portefeuille, il y a un impact également positif. Donc une hausse, par exemple, de 100 points de base des taux d'intérêt, pour nous, augmente notre embedded value de 5%. Et du fait qu'on s'est exposé à la progression des taux d'intérêt aux États-Unis, parce qu'on avait une très forte conviction que les taux allaient monter sur les États-Unis. En réalité, on a une progression de notre embedded value ce semestre, on ne la publie pas, mais qui est pas loin de 50%. Sur la solvabilité économique, une hausse de 100 points de base a un effet positif d'environ 9 points. Le seul aspect négatif de la hausse des taux pour nous, c'est le résultat net. Donc les agences de presse ont titré ce matin sur le résultat net en baisse de 1%. C'est le résultat de la hausse des taux parce qu'on a certains instruments dérivés qui passent dans le compte de résultat parce qu'ils ne sont pas reconnus, bien que ce soit de la couverture, ils ne sont pas reconnus comptablement comme des instruments de couverture. Donc ça n'a pas de conséquences économiques parce que quand les taux baissent, augmentent, je dirais la valeur des engagements qu'on a vis-à-vis des assurés en fait baisse et donc, mais malheureusement ces provisions techniques elles sont figées comptablement donc elles ne bougent pas. Donc au total un impact très favorable de la hausse des taux pour les assureurs et donc on voit ça de façon positive et on le voit de façon d'autant plus positive qu'aux États-Unis on s'était positionné à la hausse des taux. On avait anticipé une hausse des taux américains à 10 ans à 2,5% fin 2013. Ils sont déjà à 2,60, donc c'était très positif pour nous. Sur ICBC, alors ICBC, c'est le joint venture d'assurance vie que nous avons en Chine avec la première banque chinoise, dont nous avons un peu moins de 30% du capital. Il y a 250% de croissance du chiffre d'affaires, effectivement, parce que la joint venture est maintenant en train de monter en puissance. Ça représente 39 millions d'euros, l'équivalent de 39 millions d'euros d'affaires nouvelles. En APE. En APE. Hein. Nous étions
un des assureurs étrangers, il y a à peu près 25 à 30 assureurs étrangers présents en Chine. Nous sommes maintenant devenus, en termes de part de marché, de très loin le premier. Et si on regarde le classement, tous assureurs confondus, étrangers et chinois, nous sommes maintenant aux alentours de la 10e place. Donc c'est une croissance très forte, avec un mix d'affaires et des marges qui sont satisfaisants. C'est un point que nous regardions avec vigilance parce que parfois certains acteurs chinois ont tendance à privilégier le volume sur la profitabilité. Là, ça n'est pas le cas. Nous avons un mix d'affaires satisfaisant et nous pensons que ceci confirme à la fois le potentiel du marché chinois et la validité du choix que nous avons fait en allant vers un partenaire qui est un partenaire qui a des réseaux de distribution extraordinairement puissants sur l'ensemble de la Chine. Les 39 millions d'euros, c'est notre part de 27,5% sur un total qui est beaucoup plus important que celui-là. Quelle est l'échéance pour la rentabilité ? 2015. Ce qui est très rapide. Hein. Normalement, sur des affaires d'assurance vie dans des pays classiques, on attendrait plutôt au minimum 5 ans et parfois 7-8 ans avant d'enregistrer les résultats positifs. Là, ça devrait aller beaucoup plus vite. Autre question ? Oui ? Oui, bonjour, Christian Plume de Reuters. J'avais deux questions. Le premier, c'est sur la désignation de AXA comme un SIFI, Systemically Important Institution, si vous voyez ça comme une chose plutôt positive ou négative. Et deuxième, sur l'état actuel des négociations sur Solvency II, si vous êtes inquiète pour le manque d'un accord final, ou si c'est plutôt une bonne chose pour vous, peut-être qu'il semble qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité sur ça à l'heure actuelle. Ok, merci de ces deux questions. Sur le premier sujet, j'avais envie de répondre un peu par une boutade. Vous savez, en France, les clubs très sélects, on dit qu'il faut en dire du mal, mais tâcher d'en être. Voilà, sur les SIFIs, c'était probablement quelque chose d'inévitable, même si l'ensemble de la profession d'assureur est absolument convaincu que ces activités n'ont pas de caractère systémique. Si vous regardez ce qui s'est passé pendant la crise, qui a bien été une crise systémique, le seul assureur qui a fait faillite, c'était IG, pour des raisons qui n'étaient pas des raisons d'assurance, pour des activités qui étaient autres. Donc, intrinsèquement, l'activité d'assurance classique n'est pas une activité systémique. Nous comprenons le souhait des régulateurs d'avoir plus de transparence sur nos activités. Nous sommes un des 9 assureurs qui est sur la liste, compte tenu de notre taille et de notre diversité géographique. Nous regardons cela, je dirais, avec intérêt et vigilance. Vigilance parce que nous ne souhaitons pas que cela se traduise par une avalanche de bureaucratie supplémentaire. Intérêt parce que si ces efforts permettent de conforter l'idée que les assureurs sont des éléments de stabilité dans le système financier, ce sera une bonne chose. Donc voilà, je crois qu'il faut suivre l'évolution de ces discussions avec intérêt et vigilance. Sur Solvency II, la discussion se poursuit. Il y a un trilogue au début du mois de septembre. Nous, AXA, comme les grands assureurs européens qui développent leurs activités dans plusieurs pays, nous restons convaincus que ce serait une bonne chose que d'arriver à un compromis équilibré sur ce sujet. Parce que l'alternative, si Solvency II s'avérait un échec et si les États européens n'arrivaient pas à se mettre d'accord, le risque, c'est qu'il y aurait 28 maintenant régimes de solvabilité différents. Ce qui, pour des gens qui opèrent dans un grand nombre de pays, est loin d'être une simplification et un facteur de transparence. Donc, le système qui a été mis sur la table est très loin d'être parfait. Nous avons fait des observations. Nous espérons beaucoup, en tant que profession, qu'il sera tenu compte de ces observations et que les discussions qui vont reprendre en septembre vont permettre d'arriver à un compromis, parce qu'au total, nous pensons que ce serait plutôt une bonne chose pour l'ensemble du système financier européen que l'on arrive à un compromis équilibré.
Voilà. Il ne faut pas que ce système conduise à créer une volatilité artificielle qui n'a rien à voir avec ce qu'est la réalité de l'activité économique des assureurs. Je pense que les questions ont été clairement posées et nous espérons tous beaucoup que le dialogue intergouvernemental avec la Commission et les régulateurs qui va reprendre au mois de septembre permettra de progresser. Question suivante. Oui. Oui, bonjour, Yvan Besse, La Tribune. S'agissant de la France, qu'est-ce que vous attendez du futur contrat euro-croissance? En quoi ça va influer sur votre stratégie? Et qu'est-ce que vous pensez de la création d'un fichier qui est défendu par le ministre de l'Économie, qui est notamment lié à ces projets? Alors, deux choses. Je pense beaucoup de bien de la perspective de contrat euro-croissance et beaucoup de mal du fichier. Beaucoup de bien de la perspective du contrat euro-croissance. Pourquoi? Parce que nous sommes, et pas seulement AXA, je veux dire, l'ensemble des assureurs vie français sont parfaitement conscients du rôle qu'ils jouent dans le financement de long terme de l'économie. Les 1500 milliards d'assurance vie, ça n'est pas une caverne d'Ali Baba, c'est l'épargne des Français que nous devons défendre économiquement et juridiquement. Une très significative partie de cette épargne est investie sur le long terme et nous considérons aujourd'hui qu'il est de l'intérêt de nos clients de renforcer dans leur portefeuille leur part de véritables investissements de long terme et notamment leur part d'action, parce que les taux d'intérêt sont à un niveau qui est encore bas, les marchés obligataires ont connu un rallye pendant d'assez nombreuses années qui touche probablement à son terme et les intérêts se conjuguent. Donc les assureurs ils jouent déjà un rôle important, mais ils peuvent jouer un rôle croissant dans le financement de long terme de l'économie. Et le projet de contrat euro-croissance, c'est quelque chose qui a été mis sur la table par la profession pour, je dirais, accompagner les efforts du gouvernement qui cherche à orienter davantage l'épargne des Français vers du véritable long terme. L'assurance vie est un véhicule idéal pour le faire, à condition qu'on ne la brutalise pas, parce que c'est un stock qui est aussi un stock fragile. C'est un stock qui est constitué pour une large partie de contrats de taille significative et pour une large partie de contrats qui ont plus de 8 ans. Donc si on effraie les épargnants avec les menaces d'une fiscalité un peu chaotique et changeante, eh bien, ils se mettront, entre guillemets, à l'abri sur d'autres formes d'épargne ou ailleurs. Et ça n'ira pas vers le long terme. Donc les contrats euro-croissance, nous en pensons beaucoup de bien. Le fichier, on en pense beaucoup de mal parce qu'on pense que c'est une tactique de harassement bureaucratique. Il faut être sérieux. Il y a 11 millions, je crois, de ménages français qui ont de l'assurance vie. Expliquer qu'il faut un fichier centralisé qui n'a rien à voir avec le fichier de déclaration d'ouverture des comptes bancaires pour tracer les quelques fraudeurs qu'il peut y avoir à l'ISF. Je veux dire, fliquer 11 millions de gens pour suivre quelques fraudeurs, c'est quelque chose qui ne nous semble pas franchement raisonnable et qui crée une atmosphère qui n'est pas favorable au retour de la confiance, au développement de la croissance et au développement de l'emploi. Voilà. Y a-t-il des questions sur le web? Il semble que oui, donc on va... Alors, plusieurs questions d'Imenaz Guidizi Bourse. La première sur l'assurance dommage. Avez-vous un regard inquiet face à la multiplication des catastrophes naturelles à travers le monde? Et de quelle manière tentez-vous d'appréhender ce phénomène? Une autre question... Oui, on va les prendre une par une. Non, nous n'avons pas un regard inquiet, nous avons un regard professionnel. La multiplication des catastrophes naturelles, elle tient à une évolution qui est probablement en partie cyclique, mais probablement en partie et assez largement due au comportement des hommes dans l'ensemble du monde. C'est une des raisons pour lesquelles nous finançons la recherche fondamentale dans ce domaine. C'est une des raisons aussi pour lesquelles nous pensons que les assureurs ont
un rôle important à jouer en matière de prévention. Une chose dont il faut que nous convainquions mieux à la fois les marchés financiers et nos clients, c'est que l'assurance, ça ne se limite pas simplement à l'indemnisation des dommages. Il y a une bonne partie, l'essentiel du travail se fait en amont sur l'analyse et la compréhension, des risques et la manière de les prévenir, de les éviter. Donc nous regardons tout cela avec énormément d'attention et d'intérêt pour essayer d'aider nos clients à éviter ces risques qui effectivement ont plutôt tendance à augmenter. En gestion d'actifs, quelle part incombe à la bonne performance commerciale et à la performance d'investissement? Et comment voyez-vous la suite des événements dans cette activité? La question souligne les deux moteurs en réalité de l'évolution de la performance de la gestion d'actifs. La bonne performance d'investissement, et c'est le cas à la fois chez AXA Investment Managers et chez AllianceBernstein, donne des arguments aux réseaux commerciaux pour convaincre nos clients. Et le fait que nous soyons revenus en flux positif montre que nous avons un certain nombre de produits, un certain nombre de modes de gestion qui conviennent à ce que recherchent les clients aujourd'hui, clients dont l'appétit pour le risque est en train progressivement de se remanifester. Nous avions souffert sur ces dernières années d'une préférence pour les gestions obligataires et les gestions passives. Le retour en faveur progressif des gestions actives et des marchés actions est quelque chose qui nous favorise plutôt. Sur votre stratégie d'investissement, la part action dans le fonds général est passée de 3 à 4%. Envisagez-vous d'augmenter davantage cette part au cours des prochains mois? Et quel est votre ressenti sur l'évolution des marchés financiers d'ici la fin de l'année? Nous n'envisageons pas d'aller sensiblement au-delà des 4%. Un mouvement de 3 à 4 représente déjà une progression d'un tiers. Notre sentiment sur les marchés financiers, c'est que, comme on l'a dit, il y a eu un retournement des marchés obligataires et que ce retournement des marchés obligataires va conduire du fait d'incertitudes sur le moment où les banques centrales vont commencer à cesser d'être aussi accommodantes, va conduire à beaucoup de volatilité sur les marchés obligataires. Et donc, nous devons continuer à être vigilants dans la façon dont nous gérons nos portefeuilles et aussi, je dirais, encourager nos clients à aller un peu plus vers les actions, ce qui est ce que nous avons fait nous-mêmes. Nouvelle question d'Insurance Day de Fabien Bulliard. Que vous inspire le rapport publié cette semaine par l'agence Moody's sur le niveau et la qualité de capital d'AXA par rapport à ses pairs européens? Alors ce rapport, je le connais pas par cœur, mais disons que le sentiment qu'on a, c'est que Moody's fait un travail de bonne qualité sur le sujet. Nous sommes parmi les assureurs européens qui sont très bien capitalisés, très diversifiés. Nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire sur le travail de Moody's. Nous coopérons avec les agences de notation et elles nous connaissent de façon intime. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui. Oui, bonjour, Mathieu Portard de Reuters. Vous vous êtes renforcé en Asie avec l'acquisition de 50% de Tianping. Y a-t-il d'autres des zones géographiques ou des segments de marché sur lesquels vous pourriez être amené à faire d'autres opérations de croissance externe? Nous sommes pragmatiques. Nous regardons avec intérêt les marchés émergents qui ne se limitent pas à l'Asie, même si l'Asie représente en termes de poids une partie importante des émergents, mais l'Amérique latine, la région du Golfe, par exemple, tout ce qui tourne autour de la Méditerranée, hein, la Turquie, l'Afrique du Nord, où nous avons développé des activités qui progressent maintenant bien en Algérie, sont des zones que nous, et où nous sommes déjà très gros au Maroc, sont des zones que nous regardons avec attention. Cette attention portée aux émergents ne signifie pas que nous ne ferons plus jamais rien dans les marchés développés non plus. Dans les marchés développés, il y a des segments de métiers qui peuvent continuer de se développer avec des marges et des taux de croissance qui sont satisfaisants. Nos affaires directes en sont l'illustration. Il peut aussi y avoir dans tel ou tel pays la capacité à acquérir telle ou telle
capacités de distribution supplémentaires. Donc, l'essentiel du focus est sur les émergents, mais il peut y avoir, de ci, de là, parfois, une opportunité de renforcement sur un pays développé. De solvabilité économique, en fait, juste pour comprendre les raisons de ce léger fléchissement au premier semestre. Et en termes de perspective de croissance externe, vous avez déjà parlé du Brésil dans le passé. Est-ce qu'au vu de la situation économique dans ce pays, ça reste toujours une priorité? Et si ce n'est pas le Brésil, est-ce que vous regarderiez dans d'autres géographies, par exemple en Europe du Sud? D'accord. Tu veux répondre sur le ratio de solvabilité? Oui, alors je crois vraiment que quand on fait passer le ratio de solvabilité économique de 206 à 204% et qui remonte à 208 après la cession de Money, on est en train de commenter des décimales, qui n'ont pas une importance considérable. Donc, sur le ratio de 206, il y a eu, je dirais, naturellement, il aurait tendance à augmenter du fait de la contribution des résultats. Il est impacté négativement du fait du paiement des dividendes et il est impacté légèrement positivement du fait de la hausse des taux d'intérêt et légèrement négativement du fait que, en passant de 3 à 4% d'actions, nous avons augmenté un petit peu notre prise de risque financier. Voilà les principaux paramètres qu'on peut noter sur ce ratio de solvabilité économique. Alors, sur le Brésil, en forme de boutade, est-ce que vous connaissez l'opérette d'Offenbach qui s'appelle La vie parisienne, où il y a un Brésilien qui chante « Je vous apporte ma fortune à croquer ». Bon, ben, nous sommes dans la situation qui est le miroir de ça. Nous sommes intéressés par le Brésil, mais nous sommes raisonnables et nous ne laisserons donc pas croquer notre fortune par la première opportunité. Nous regardons le Brésil parce que c'est le seul grand marché émergent dans lequel nous ne sommes pas, mais nous le regardons avec pragmatisme. La croissance s'y est ralentie. Peut-être que ça offrira des opportunités à des prix un petit peu plus raisonnables. Peut-être que nous pouvons aussi regarder comment développer nous-mêmes sur un certain nombre de lignes de produits sur lesquelles nous avons une expertise particulière, une présence au Brésil. Ça fait partie des sujets de réflexion du management. Jean-Laurent Granier est au cœur de ces réflexions et de ces discussions. C'est certainement un marché sur lequel nous avons un intérêt. Ça n'est certainement pas un marché sur lequel nous nous précipiterons naïvement sur la première opportunité. J'ai reçu une autre question, c'est sur un sujet différent, en termes d'investissement, utilisation du bilan pour investir en dette d'entreprise. Il y a eu un mouvement très clair de l'industrie qui d'ailleurs a été coiffé par une réforme qui est en cours du Code des assureurs. Le gouvernement, si je ne m'abuse pas, parle d'un plafond éventuel de 5% d'investissement qui irait en dette d'entreprise, en prêt. D'entreprise, jusqu'où vous pouvez aller et quelles sont les enveloppes que vous pourriez investir cette année ou l'année prochaine? Là, vous parlez uniquement d'une réglementation française et vous savez que le groupe est présent dans 57 pays, donc les réglementations sont assez variées selon les pays. Donc l'investissement en dette d'entreprise non cotée n'est pas une nouveauté pour AXA, c'est quelque chose qu'on pratiquait déjà de très longue date aux États-Unis, par exemple, où la réglementation est différente. Le problème qui a été traité par le gouvernement venait d'une disposition du Code des assurances qui rendait ces actifs non admissibles en représentation des provisions techniques. C'était une anomalie qui est en train d'être corrigée et nous en sommes satisfaits. Et la limite, je ne suis pas au courant de cette limite de 5%, mais si elle existait, elle ne nous poserait pas de problème particulier. Autre question? Il n'y a pas de limite. Je ne suis pas au courant de cette limite de 5%. Bonjour, Laurent Flalot, Les Échos. J'avais quelques petites questions. Est-ce que vous pourriez préciser la part des unités de compte aujourd'hui dans vos affaires nouvelles en France? Vous avez dit que ça avait augmenté. Au voisinage de 30%. Et il y a 3 ans, c'était de quel ordre? On était descendu au plus bas à 11 ou 12, ouais. Je crois. Merci. Sur les plus-values latentes du portefeuille obligataire, vous êtes donc à plus 8 milliards à fin juin. C'était combien au début de l'année, juste pour voir l'impact? C'était à peu près 3 milliards de plus. 3 milliards en moins?
C'était 3 milliards de plus, c'était 11 et on est passé à 8. Ouais. Et globalement, les plus-values latentes sur l'ensemble de votre portefeuille ont évolué comment sur le semestre? Vous l'avez là. Vous l'avez dans les dossiers. C'est passé de 11,2 à 8,3. Alors on a baissé de 2,5 milliards au total sur les plus-values latentes. Et juste pour revenir sur les taux d'intérêt, on comprend bien qu'à long terme, c'est très bénéfique pour les assureurs. Est-ce que vous pourriez juste nous repréciser à court terme quels sont les impacts en cas de remontée trop rapide des taux ou de remontée que vous n'auriez pas vu venir? Merci. Non, la remontée, la remontée des taux, elle est de toute façon favorable. Le seul événement défavorable pour nous, ce serait une remontée extrêmement rapide, par exemple 300 points de base. Donc, si les taux passaient en France de 2,2 à 5 d'un seul coup, en un mois, alors à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir si certains clients n'iraient pas mettre... S'ils montaient à 5, non seulement sur les taux longs, mais s'ils montaient aussi en même temps très fortement sur les taux courts, parce que ça serait le signe d'une perturbation de marché extrêmement forte. Si les taux courts étaient à 5%, alors à ce moment-là, il est possible que certains clients feraient un arbitrage entre leur police d'assurance vie lorsqu'elle est à l'issue de la période des 8 ans et des dépôts bancaires à court terme. Et donc on aurait à ce moment-là un risque de sortie importante face auquel nous prémunissons parce que nous avons un plan de liquidité. Mais donc c'est ça le risque pour un assureur, c'est un risque de sortie massive. Ça s'est jamais produit, je dirais, dans l'histoire économique, sauf pour des assureurs qui étaient en très très mauvaise santé. Au Japon, où beaucoup d'assureurs ont fait faillite à la fin des années 90 et au début des années 2000, les taux de rachat chez les assureurs qui étaient dans une situation un peu meilleure ont atteint 15% par an, alors qu'ils sont plutôt en moyenne de 7%. Donc on est très bien préparé face à ce type de situation et elle nous paraît hautement improbable en tout état de cause, mais on se prépare, c'est notre métier, aux événements les plus improbables. Autre question? Bonjour, Amélie Laurin de l'AGFI. Pour le financement des entreprises, vous avez parlé de plusieurs dizaines d'entreprises financées via vos partenariats avec des banques. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente en montant total, d'ores et déjà engagé par AXA? Et par ailleurs, en France, est-ce que vous pouvez nous préciser comment se répartit la collecte en montant au premier semestre entre les UC, les fonds en euros? Voilà, merci. Bon, sur les prêts aux entreprises, ça représente entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros à ce jour. Sur la répartition de la collecte en France, je dois dire que je sors mon joker. Est-ce que Nicolas Moreau peut m'aider sur le sujet? Enfin, il y a 30% d'unités de compte, mais répartition de la collecte. La collecte nette entre les différentes parties. Mais je crois qu'on est en collecte nette légèrement négative sur l'euro. On est en collecte nette négative sur l'euro, positif sur l'UC. Je n'ai pas forcément les chiffres précis. Et positif sur la prévoyance. Et positif sur la prévoyance, sachant que dans notre collecte nette, on a aussi beaucoup de contributions de l'épargne collective, qui est fortement en UC sur ce semestre. Autre question? Bonjour, Ninon Renaud pour les Échos. J'aurais une question sur vos activités bancaires. Je voudrais que vous fassiez un point dans ce domaine et savoir quels sont vos projets pour votre nouvelle marque Soon. Nicolas, tu veux prendre? Alors Soon, c'est une banque pour les jeunes que l'on va lancer. On va faire le lancement fin septembre. On va faire un lancement pour interne, je dirais, pour les amis et la famille, début septembre, pour voir un peu, débugger, regarder un petit peu le fonctionnement de l'outil en réel. Et fin septembre, donc on lance la banque, et avec un lancement en priorité sur les gens qui sont déjà enregistrés sur le site, avec l'idée d'ouvrir par vague d'1 millier de comptes. Donc voilà le lancement qu'on ferait. On n'a pas prévu pour le moment de plan média.
Donc en termes de dépenses de lancement, on reste complètement que sur du viral. Et puis on verra en fonction du développement. Si ça part bien, on appuiera et on mettra on mettra peut-être un petit peu de médias, mais pour le moment c'est pas prévu. Aujourd'hui, on a 6000 personnes enregistrées. Autre question? Est-ce qu'il y a d'autres... Non, il n'y a pas d'autres questions sur le web. Pas de regrets, plus d'enchères. Bien. Bien, écoutez, merci d'être venu malgré ce début de mois d'août, malgré la chaleur, malgré tout. Pour ceux d'entre vous qui partent en vacances, bonnes vacances et merci encore.